Ça se mérite, venir chez vous. Bonjour Philippe Juvin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous et de nous avoir rejoints. Vous êtes le chef du service des urgences de l'hôpital Pompidou à Paris. Vous êtes maire de la Garenne-Colombes et vous êtes candidat également à la primaire de la droite. On va évidemment en parler. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale. Bonjour Julien Lécuyer. Bonjour Yann. On est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Julien Lécuyer de la Voix du Nord. Ravi on ne également. présente plus Julien. On commence évidemment en parlant de la crise sanitaire. Philippe Juvin, une obligation vaccinale qui est donc entrée en vigueur hier pour les soignants. Question très concrète. D'abord, comment ça s'est traduit dans votre hôpital? Quel est le taux de soignants non vaccinés? Est-ce que cette obligation a eu des conséquences concrètes sur le fonctionnement des urgences? Écoutez, sur les urgences, on doit être à peu près 150, 180. Tous les médecins sont vaccinés. Quelques-uns n'ont pas encore entré leur badge dans la machine, mais ça va être régularisé. Et il y a toutes les infirmières également. 2 ou 3 aides-soignants n'ont pas souhaité être vaccinés et donc ne viendront pas travailler aujourd'hui. Vous comprenez cette stratégie? La stratégie du gouvernement qui consiste d'interdire de venir travailler. Mais pour un soignant, c'est logique d'être vacciné parce que c'est ainsi aussi que vous protégez ceux dont vous devez prendre soin. Donc c'est logique. La difficulté, quelle est-elle? C'est que partout en France, nous manquons d'infirmières et d'aides-soignants, partout. Il n'y a pas un hôpital où il n'y ait pas des lits fermés aujourd'hui à cause du manque de personnel. Donc le vrai sujet, c'est que ce type de mesure va aggraver la situation. Donc aujourd'hui, concrètement, ça vous met en difficulté? Ça va nous mettre un peu plus en difficulté que nous le sommes déjà. Hein. Il y a probablement, enfin ça dépend des hôpitaux, mais moi je connais les hôpitaux, il y a 20-25% de lits fermés aujourd'hui à cause du manque d'infirmières ou d'aides-soignants. Ça ne peut qu'aggraver les choses. Monsieur Juvin, vous avez été par le passé très critique vis-à-vis de la stratégie sanitaire du gouvernement. Là, on va bientôt atteindre les 50 millions de primo-vaccinés, ce qui est la couverture vaccinale la plus importante au monde. Est-ce que finalement ça ne justifie pas la prise de position radicale du président le 12 juillet dernier? Alors d'abord, il faut arrêter de dire qu'on est les champions du monde. Hein. Je sais qu'on est toujours les meilleurs en foot, en éducation, en santé. Non, on a tendance souvent à se dénigrer. Ce n'est pas vrai. Il y a des pays qui font mieux que nous. D'abord, premièrement, je pense que le président de la République a eu raison au mois de juillet. Et à l'époque, moi je dis que ce qu'il avait dit était très bien. C'est probablement grâce à son intervention du mois de juillet qu'on a vu une accélération des choses. Donc c'était très bien. Aujourd'hui, les choses vont bien mieux, sauf 2 catégories d'âge qu'il faut avoir en tête. Nous ne sommes pas bons sur les très âgés, on va dire avec plus de 85 ou plus de 75 ans, surtout plus de 85, où nous avons un taux de couverture qui n'est pas suffisant, qui est très inférieur à celui de nos voisins. Les pays du Nord, d'Europe du Nord, pareil. C'est dû à quoi, selon vous? C'est toujours lié à quasiment 100%. Nous, on est plutôt à 85-90%. C'est lié au fait que nous avons une stratégie qui est très homogène et qui n'est pas différenciée selon les patients. Il y a des gens, par exemple, qui sont chez eux, qui ne peuvent pas bouger de chez eux, des gens âgés qui ont des difficultés à marcher, à sortir, et on ne va pas suffisamment les chercher chez eux. Donc il y a un premier effort à faire sur les très âgés et un deuxième effort à faire sur la tranche de 12-17 ans qui est insuffisamment vaccinée. Or, c'est une tranche qui probablement va participer d'une manière importante à l'entretien de l'épidémie. Moi, je souhaite qu'on aille vacciner très facilement dans les collèges et les lycées. Il faudrait qu'il y ait des centres de vaccination mobiles. Jean-Michel Blanquer a dit qu'une dose sera proposée aux collégiens et aux lycéens d'ici à la fin du mois. Mais vous savez, Jean-Michel Blanquer, il nous a promis plein de trucs depuis 1 an et demi, en particulier des autotests partout, etc. Moi, je n'ai jamais rien vu. Les écoliers, et les lycéens et les collégiens français sont testés 100 fois moins qu'en Grande-Bretagne. Donc, les projets qu'on nous propose sont toujours de bons projets. La question, c'est la mise en œuvre. Ça veut dire que concrètement... On a manqué la rentrée scolaire, selon vous? Elle a été mal gérée sur le plan sanitaire. Je crois qu'il a dit la semaine dernière qu'il y avait 3000 enfants, 3000 écoles, 3000 classes qui étaient fermées. Moi, je dis simplement une chose. En Grande-Bretagne, quand vous êtes lycéen ou collégien, on vous donne 2 fois par semaine un autotest à faire chez vous. Vous-même, vous êtes positif, vous n'allez pas à l'école, vous êtes négatif, vous êtes négatif, vous allez à l'école. En France, on n'a pas cette politique d'autotest, et donc on attend qu'apparaisse un cas dans une école. Évidemment, quand le cas est apparu dans la classe, c'est qu'il y en a en fait beaucoup plus. Et je crains qu'on ait des classes qui ferment d'une manière importante dans les semaines qui viennent. Oui, je pense que la stratégie scolaire n'est pas la bonne. Un dernier mot sur cette vaccination obligatoire. Les sénateurs socialistes vont déposer un texte, le Sénat va examiner un texte le 13 octobre prochain à l'initiative des sénateurs socialistes pour l'obligation vaccinale pour tous.
Est-ce que vous y êtes favorable? Pour tous, je veux dire toute la population. Toute la population. Et moi, je fais toujours la même réponse. Imaginez, je suis votre médecin, vous êtes ma patiente et vous me dites je ne veux pas être vacciné. Je vous dis c'est obligatoire. Vous me dites je ne veux pas. Qu'est-ce que je fais? Je vous attache à votre siège et puis je vous injecte contre votre gré. Non. Alors, il y a déjà des vaccins obligatoires. Ça n'a jamais été le principe. Quand c'est obligatoire, comment faites-vous pour la mise en œuvre? Non, mais même dans ce cas-là, il n'y a jamais eu l'idée d'aller contre et de contraindre quelqu'un à se vacciner de façon factuelle. C'est-à-dire de l'enchaîner, comme vous dites. Si vous ne contraignez pas, comment rendez-vous les choses obligatoires? Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le discours, c'est comment on fait en pratique. Quand vous dites c'est obligatoire, dites-moi comment vous faites pour rendre les choses obligatoires. Pour des enfants, on le sait. En fait, pour des enfants, c'est connu depuis des décennies. La vaccination obligatoire est telle que si votre enfant n'est pas vacciné, vous n'entrez pas à l'école, par exemple. Est-ce que là, si nous ne sommes pas vaccinés, est-ce qu'il est prévu par cette loi que demain, vous ne pourrez plus aller travailler, vous ne pourrez plus prendre le métro? C'est ça, la sanction. Le vrai sujet, c'est la mise en œuvre. Donc, je ne crois... Sur le principe, vous n'êtes pas contre? Oui, je ne suis pas contre, mais je ne crois pas à la mise en œuvre. Je pense qu'elle est impossible. Et je pense qu'il faut faire ce qu'on n'a pas fait suffisamment depuis 6 mois. En tout cas, moi, c'est ce que je ferais. Des campagnes d'information ciblées. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu de campagne d'information expliquant aux gens qui sont rebelles pour des raisons de crainte, par exemple, au vaccin, pourquoi le vaccin est bon. Il y a le clip sympa avec la grand-mère qui embrasse ses petits-enfants, mais ce n'est pas ça qui va persuader des gens méfiants. Peut-être une dernière question, je ne sais pas, sur en tout cas la crise sanitaire. Comment vous jugez la mise en examen de l'ex-ministre de la Santé Agnès Buzyn pour mise en danger de la vie d'autrui? Je crois que c'est totalement déraisonnable. Nous assistons à une judiciarisation permanente de la vie politique, où tous les hommes et les femmes politiques ont une sorte d'épée de Damoclès qui est là, qui les menace pour tout. Dans ces cas-là, il faut mettre en examen Monsieur le maire, parce que le déficit n'a jamais été aussi grand que depuis 1949. Il faut mettre en examen le patron de l'équipe de France de football parce que nous ne sommes pas arrivés à avoir de bons résultats. Enfin, où va-t-on aller? Où va-t-on arriver? C'est une dérive de la Cour de justice de la République? Moi, je crois que c'est une dérive générale de la société qui tend à régler ses problèmes à travers la justice. Quand vous voulez sanctionner un homme ou une femme politique, il y a un moyen très simple. Ça s'appelle l'élection. D'ailleurs, Mme Buzyn a perdu l'élection à Paris. Eh bien, c'est une sanction suffisante. On va passer à un autre sujet, on va parler sécurité maintenant, Julien. Alors, thème qui est en effet très en vogue en ce moment, puisqu'il y a eu à la fois le grand discours d'Emmanuel Macron à l'école de police de Roubaix, et le lendemain, la réponse de Xavier Bertrand à Saint-Quentin. Alors partons d'abord d'Emmanuel Macron qui a détaillé mardi ses propositions. Il y avait 10 000 renforts attendus, 1,4 milliard en plus de budget. Est-ce que ça va dans le bon sens selon vous? Mais on est dans la communication, enfin, ça saute aux yeux. Vos confrères de Brut, la fameuse chaîne Brut, si célèbre chez le président de la République, a mis en scène depuis hier une vidéo où il compare un discours d'Emmanuel Macron en 2017 et le discours il y a quelques jours d'Emmanuel Macron. Ce sont quasiment les mêmes mots et ce sont les mêmes propositions. Il nous promet aujourd'hui ce qu'il promettait en 2017 et qu'il n'a pas fait. Donc qu'il y ait un problème de violence et de délinquance, c'est évident. La France s'est ensauvagée. Il y a des quartiers où la loi républicaine ne règle pas. Les peines ne sont pas appliquées. Voilà, quand vous êtes condamné, en fait, vous ne faites pas vos peines. Prenez l'exemple des travaux d'intérêt généraux. Quand vous êtes condamné à un travail d'intérêt général, dans 20% des cas, vous ne le faites pas du tout. Dans 80% des cas, vous le faites, je crois, 425 jours après la commission des faits. Autant dire que l'exemplarité ne fonctionne pas. Mais il n'a vraiment rien fait. Les effectifs ont été augmentés, les budgets ont été augmentés. Il y a des choses qui ont été faites. Il y a 8 000 forces de l'ordre en plus depuis le début du quinquennat. Je rappelle que quand la droite était au pouvoir, il y a eu des baisses. Donc on ne peut pas dire que rien n'a été fait. La question, n'est pas de savoir s'il y a plus ou pas de policiers. À quoi sert je veux dire, à quoi sert un policier qui fait des procurations dans un commissariat? À quoi sert un policier qui surveille une sous-préfecture où il ne se passe jamais rien? La vraie question, je crois, en tout cas moi c'est ma proposition en tant que candidat, c'est de dire il faut redéfinir les missions de la police, mettre les policiers sur le terrain, moins de charges administratives, plus de moyens. C'est ce que dit le président. C'est ce qu'il disait en 2017. Doublement des effectifs sur le terrain d'ici. C'est ce qu'il disait en 2017 déjà. Oui. Il continue à le dire. Au moins, il est constant dans ses promesses. La question est de savoir combien de quinquennats il faut pour arriver à mettre en place une promesse. Moi, peut-être un deuxième, cela dit. Oui, et puis ensuite un troisième, ensuite un quatrième. Mais voyez-vous, on est dans cette
politique qui n'est qu'une vaste agence de communication. La France est une agence de com où on fait des annonces, peu importe que sur le terrain on les voit ou non. La conséquence, je vous le dis, moi je suis maire, c'est que je vois que sur le terrain, il y a moins de moyens, je vois que sur le terrain, il y a plus de délinquance. Tous mes collègues maires s'en plaignent. On voit qu'il y a une délinquance de proximité qui existait moins il y a quelques années. C'est un sauvagement, il faut la résoudre. C'est à la fois la police et à la fois de la justice. Justement, sur ce Beauvau, puisque vous êtes maire, on a entendu les élus locaux dire qu'ils n'étaient pas forcément assez associés. Est-ce que vous aussi, c'est votre... Mais nous ne sommes jamais associés. Pas été assez associés à ce Beauvau de la sécurité. Il aurait fallu plus de choses sur les polices municipales. Je crois, moi, qu'il faut rendre obligatoire les polices municipales pour les villes de plus de 10 000 habitants. Je crois, deuxièmement, qu'il faut rendre obligatoire l'armement des polices municipales. Seuls 60% des polices municipales sont armées aujourd'hui. Et je crois enfin que les policiers municipaux doivent avoir les mêmes prérogatives que les policiers nationaux. Ça, ce n'est malheureusement pas proposé. Alors, est-ce que vous rejoignez aussi quelques-unes des propositions faites par Xavier Bertrand à Saint-Quentin? Alors, il a parlé, par exemple, d'une extension de la période de sûreté à 50 ans, voire même de la rétroactivité de cette mesure, quitte à passer par un référendum, puisqu'à l'heure actuelle, ce serait anticonstitutionnel. Est-ce que vous le rejoignez là-dessus? Non, j'avoue que je ne rejoins pas Xavier Bertrand sur ces sujets-là. Je le rejoins sur une philosophie générale qui est de rendre les peines prononcées exécutables. Premièrement. Deuxièmement, je pense qu'il manque dans notre arsenal juridique une loi spécifique sur la délinquance en bande. Quand vous avez une bande qui casse ou qui cause des violences à personne, on ne sait jamais qui a porté le coup, qui avait la batte de baseball, etc. C'est pas moi, c'est l'autre, et finalement tout le monde s'en sort. Moi, je suis pour une loi qui consisterait à dire toute personne qui participe à une action violente dans une bande violente est responsable, comme on dit d'une manière pédante, in solidum, c'est-à-dire en solidarité, et tous sont pareillement responsables. Avec ça, on met fin à la délinquance en bande, qui est un fléau dans nos villes. Autre sujet, l'éducation. Alors, autre sujet, puisqu'en plus, nous faisons la rentrée scolaire. Vous avez fait une proposition choc qui va forcément surprendre un peu les professeurs. Allonger de 4 semaines l'année scolaire. Alors, vous dites que ça permettrait de rattraper la moyenne des pays de l'OCDE, mais vous proposez quoi en échange? La situation est assez simple. En France, il y a 162 jours par an d'école. Dans les pays de l'OCDE, il y a 22 jours de plus. 22 ou 23, ça dépend comment on compte. C'est-à-dire presque un mois. La conséquence, c'est quoi? C'est que non seulement il y a moins de temps pour apprendre, et c'est une des raisons qui fait que nous décrochons dans tous les classements internationaux. Tous les classements internationaux, l'école française est dernière maintenant. Et l'année scolaire est plus dense. Les enfants sont crevés. Donc moi, je propose qu'on se mette au niveau des pays de l'OCDE, 4 semaines de cours en plus, c'est-à-dire 2 semaines au mois de juillet de vacances en moins, 1 semaine en moins à la Toussaint, 1 semaine en moins en février. Avec ça, on remonte au niveau de nos voisins et j'espère que ça contribuera à l'augmentation du niveau. Comprenez que le sujet est fondamental. L'école française est en train de tomber. Nous sommes derniers, par exemple, au classement de mathématiques. Alors qu'est-ce qu'on fait? On continue à regarder en disant « Ah, c'est formidable, on a un bon système ». Non, notre système est catastrophique. Nous n'avons pas les résultats que nous devrions avoir. La conséquence, c'est que 20 ans plus tard, eh bien, vous n'avez pas de vaccins qui sont fabriqués en France. À votre avis, d'où ça vient tout ça? Et donc, ma question visait aussi à savoir ce que vous proposiez en échange aux professeurs. Est-ce que ça peut se manifester par une hausse de salaire conséquente? Alors, je ne vous propose peut-être pas le doublement des salaires tel que le propose Anne Hidalgo, mais vous ne pensez pas qu'il y a là aussi un effort à faire? Écoutez, je veux dire qu'aujourd'hui, la France est dans une situation où il y a 116% d'endettement. Moi, je veux bien qu'on distribue les euros comme ça par de l'argent magique. Comment vous la jugez, cette proposition d'Anne Hidalgo de doubler le salaire des enseignants d'ici la fin du quinquennat? Écoutez, tout ça est très intéressant. Il faut simplement qu'elle nous dise d'où ça vient. Est-ce que c'est de l'endettement supplémentaire ou de l'impôt supplémentaire? Moi, je crois, si vous voulez, que l'école a une priorité. C'est de donner un enseignement aux enfants. Et donc, ma priorité, c'est de monter le niveau. Je monte le niveau en faisant ça. Je monte le niveau en faisant une deuxième chose. En fin de CM1, vous savez qu'on a 10 à 15% des enfants qui ne savent pas lire et écrire correctement, ni compter en 6e. Autant vous dire que quand ils entrent en 6e avec ce sac très lourd d'insuffisance, ils ne rattrapent jamais le niveau. Et c'est comme ça que vous avez des décrocheurs. Je propose que fin de CM1,
on évalue la totalité des enfants de France. Tous ceux qui n'ont pas le niveau en fin de CM1 pour passer en 6e un an plus tard, eh bien, on les met dans des CM2. Ils passent en CM2, mais on les met dans des CM2 avec 8 à 10 élèves seulement. Et grâce à ce renforcement des capacités pédagogiques en CM2, eh bien, un certain nombre de ces élèves, vous les remontez au niveau et vous les faites passer en 6e. Comprenez que quand vous passez en 6e avec les savoirs fondamentaux, vous êtes sauvés. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et pour reprendre la question de Julien, sur les profs, aucune augmentation de salaire pour vous ? Moi, je ne sais pas où est l'argent, donc je ne sais pas répondre à cette question. Je pense qu'effectivement, il faudra qu'on la discute. On verra où on redistribue les postes. Moi, je crois qu'il faut renforcer la fonction publique en général. La fonction publique en général, par redistribution de postes. Me semble-t-il, il y a 300 000 enseignants qui aujourd'hui ne sont pas face à des élèves. Eh bien, c'est peut-être une marge de manœuvre, une masse de marge de manœuvre que l'on pourrait utiliser pour renforcer les classes de CM2. Monsieur Juvin, alors autre sujet d'actualité, votre famille politique continue d'abreuver la chronique quotidienne des tractations autour de la méthode de départage qui doit vous permettre à tous les candidats de la droite et du centre d'arriver seuls pour représenter votre famille au moment de la présidentielle. Alors on avait compris la semaine dernière qu'il y avait 3 pistes de travail. Cette semaine, ça se réduit à 2. Franchement, est-ce que vous pouvez nous expliquer où on en est là à l'heure actuelle ? C'est très simple en fait. Comprenez que si au premier tour de l'élection présidentielle, il y a 2 candidats de la droite et du centre, on a perdu l'élection présidentielle. Donc il n'en faut qu'un. Comment fait-on ? Est-ce qu'on attend comme ça qu'il y a un signe du ciel en disant c'est lui ou c'est elle ? Ça ne marche pas, nous n'avons pas de candidat naturel. Pour le désigner le candidat, comment fait-on ? On fait par le vote. Donc nous allons demander à nos militants le 25 septembre de choisir entre 2 méthodes. Soit le candidat sera désigné par tous les adhérents du parti seulement, soit le candidat sera désigné par les adhérents du parti et tous ceux qui, non adhérents du parti, se désigneront comme sympathisants de la droite et du centre. Il y a 2 méthodes sur la table, le 25, le choix. Laquelle a votre préférence ? La plus ouverte possible. Je pense que dans une société très ouverte, où tout le monde a son avis sur tout, d'ailleurs vous savez que maintenant on a 67 millions de microbiologistes en France, donc il serait normal que tout le monde ait la parole. Je pense que la droite et le centre doit être une droite et du centre la plus ouverte possible. Mais à partir du moment où vous avez Xavier Bertrand et Valérie Pécresse qui n'appartiennent plus à LR, est-ce que l'autre méthode est envisageable de réserver au seul... Est-ce qu'il faut l'écarter ? Non, je n'ai pas été suffisamment précis. En fait, ce que je vous ai décrit là, c'est le corps électoral, mais toute personne qui veut participer à cette primaire, qu'elle soit organisée avec un corps électoral qui ne serait que les adhérents ou les adhérents plus les sympathisants, toute personne peut y participer, Xavier comme Bertrand, comme Valérie Pécresse. Alors cela dit, en effet, Xavier Bertrand, lui, a déjà dit non à une primaire ouverte. Alors on sent que le vote des militants seuls pourrait peut-être l'intéresser, mais j'allais dire presque dès lors que son avance est confortée. Le sondage commandé là, par la direction des Républicains à l'IFOP pour déterminer qui représenterait au mieux les intérêts de votre famille politique à la présidentielle, il doit sortir bientôt. Alors vous pouvez peut-être nous dire d'ailleurs quand est-ce qu'il doit sortir exactement ? Quelques jours avant le 25, donc j'imagine aux alentours du 20. D'accord. Est-ce que pour vous, il peut être un peu ce juge de paix ? Il pourrait l'être si effectivement vous aviez un candidat très largement devant, comme peut-être Nicolas Sarkozy l'était à une époque de la droite. Est-ce que ça sera le cas ? On va le voir. Probablement aucun candidat ne se démarquera. Bref, il confirmera ce que je vous disais il y a 2 minutes, c'est l'absence de candidat naturel. Dès lors que vous n'avez pas de candidat naturel, vous devez avoir un moyen pour désigner notre candidat. Et vous irez jusqu'au bout du choix ou vous pourrez vous rallier à un candidat avant la mise en place du mode de désignation ? C'est-à-dire, est-ce que je vais être candidat jusqu'au bout ? Et pourquoi ne le serais-je pas ? Non, mais vous avez vu l'état de la France et le nombre de gens qui vont voter aux élections. Une des raisons de ça, ce sont ces parcours politiques des hommes et des femmes qui sont tous les mêmes. Moi, j'ai un parcours différent. Et je pense qu'avec ce parcours différent, qui est riche, mais qui est différent, je fais des choses que d'autres n'ont pas fait, beaucoup de choses que d'autres n'ont pas fait, eh bien ça peut intéresser les Français. Je me permets de relancer la question d'Oriane. C'est en fait ce qu'on essaye de comprendre, c'est de savoir si en effet un candidat se détachait, qui n'est pas vous, hélas, durant l'automne, une avance suffisamment confortable pour dire voilà qu'il s'impose naturellement. Est-ce que vous pouvez imaginer de vous dire eh bien, je me place derrière lui puisqu'il semble mieux armé pour y aller. Bien sûr, mais là, il n'y a pas de doute. Si un candidat était largement devant, spontanément, d'une manière constante, il n'y a pas que les sondages, et puis on sent les choses aussi. Oui. Évidemment, oui, bien sûr. D'accord. Quel que soit ce candidat. De la droite et du centre, oui. Il faut qu'il partage nos valeurs, ça serait bien, oui. Une petite question aussi sur Éric Zemmour, qu'on voit monter dans les sondages, 8% lors d'un dernier sondage. Est-ce qu'il y a là un risque d'éclatement de votre électorat ? Non, je ne crois pas.
En fait, Éric Zemmour, d'abord, il n'est pas candidat, il l'a dit lui-même. Il n'a pas dit qu'il ne l'était pas non plus. Oui, enfin, il n'a pas dit je suis candidat. Dans ces cas-là, Emmanuel Macron est-il candidat? Vous voyez, est-ce que c'est pour ça qu'on décompte le temps de parole d'Emmanuel Macron? Vous pensez qu'il ne le sera pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et d'une certaine manière, à quoi ça sert de passer son temps à prévoir un avenir qui ne dépend pas de vous? Donc moi, je ne regarde pas. Le jour où il dira je suis candidat, je dis il est candidat et puis on discutera. Éric Zemmour, quand il dit qu'il y a des zones de non-droit, il a raison. Tout le monde le sait. C'est ce que je vous disais il y a 5 minutes. Quand il dit qu'il y a une immigration massive, incontrôlée, familiale en particulier, il a raison. Je le dis aussi. Et j'ai des propositions. Je pense qu'il faut qu'on arrête l'immigration familiale. En revanche, quand il explique que quand vous appelez Rachid et Karim, vous n'êtes pas réellement intégrés à la communauté nationale, c'est aussi ce qu'il a expliqué, je pense qu'il se trompe et que c'est une erreur extrêmement dommageable pour le pays. Et vous pouvez vous appeler Karim, avoir un métier, vouloir le meilleur pour vos enfants, travailler, payer vos impôts, respecter les lois. Et c'est évidemment la quasi-majorité de tous les Karim et les Rachid de France. La France a besoin d'apaisement. Moi, je n'aime pas les propositions, en fait, c'est probablement mon caractère, qui fragmentent le pays, qui fragmentent les Français. On peut avoir des idées différentes sur les choses, mais nous sommes Français. La nation, c'est ça. La nation, c'est que nos points communs sont plus importants que ce qui nous diffère. Et en parlant de points communs, imaginez qu'il y ait un second tour entre Éric Zemmour et Emmanuel Macron. Pour qui voterez-vous? Non, mais vous savez, on nous a fait le coup, imaginez Macron et Le Pen, maintenant imaginez Macron et Zemmour. Ça va durer jusqu'à quand? Éric Ciotti, il a tranché, lui. Est-ce que vous trancheriez comme lui, c'est-à-dire Éric Zemmour? Mais d'abord, moi, Éric Zemmour n'est pas ma tasse de thé, je vous l'ai dit. Il fractionne le pays en disant à des gens qui travaillent, qui veulent un avenir pour leurs enfants et qui respectent les lois de la République, vous ne serez jamais français. Pour moi, c'est un problème majeur. Il fractionne, mais est-ce qu'il est dangereux? Mais non, dangereux, je ne sais pas. Est-ce que Éric Zemmour est armé et tire sur les gens? Dangereux évidemment. Sans armes. L'arme des idées est une arme fatale. Mais il ne faut pas caricaturer les postures des uns et des autres. En politique, moi, je n'ai aucun ennemi. J'ai des adversaires que je combats sur le terrain des idées. Et je le combattrai sur le terrain des idées, cette idée en particulier, je crois, qui n'est pas une idée bonne. Donc je me refuse à faire des pronostics sur des seconds tours. Dans ces cas-là, c'est sans fin. C'est à nous, les Républicains, de montrer que le second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen ou d'autres n'est pas inéluctable. Je crois. Et merci beaucoup. Merci Philippe Juvin d'avoir été avec nous ce matin. Julien, regarde la une de La Voix du Nord. L'emploi repart. C'est à la une de votre journal ce matin. La très bonne nouvelle. Exactement. Merci beaucoup.